Dernière partie de cette émission avec nos invités ici présents sur ce plateau. Je parle de Max Savi qui est le directeur de publication du site Information d'Africa Stratégie France, et Ferdinand Haïté qui est le directeur, le patron du journal Alternative. Nous reprenons le débat politique dans cette dernière partie, mais d'une autre manière. Mais on va l'étendre sur la sous-région parce qu'une période sensible s'annonce. C'est la période 2020-2021 où une demi-douzaine de pays africains vont se lancer dans le jeu électoral, surtout avec les présidentielles. Nous allons commencer avec la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui, dans ce pays, un pays qui est assis sur des braises ardentes, où Alassane Ouattara, qui est président, qui entretient véritablement un flou et maintient le suspense. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays finalement? Est-ce qu'il sera candidat ou non? Je reviens d'Abidjan. Moi, je crois quand même qu'au fait, Alassane Ouattara a réussi d'abord à sauter le verrou psychologique de limitation de mandat un peu dans la tête des Ivoiriens, parce qu'a priori, il est en train de faire un deuxième mandat. On aurait pu dire qu'il ne serait pas candidat pour un troisième mandat, mais il a réussi à faire passer le message selon lequel on est dans une nouvelle république avec une nouvelle constitution et que les compteurs étaient à zéro. Ça a son avantage et son inconvénient. L'autre inconvénient, c'est que tous les 10 ans, on soit au début d'une nouvelle république, parce qu'il n'y a aucune loi qui limite le nombre de républiques qu'on peut avoir et pendant combien de temps. Mais dans la situation actuelle, je crois, pour ce qui me concerne, que Alassane Ouattara ne sera probablement pas candidat. Il va avoir un candidat, le nom de Amadou Gon Coulibaly circule. Il peut y avoir d'autres surprises. Il y a Kabla Donkan, Daniel, qui est le vice-président actuellement, et qui peut paraître comme celui recruté auprès du PDCI, qui peut faire l'affaire un peu, et ça permet de calmer une branche du PDCI. Mais la situation en Côte d'Ivoire est très inquiétante, parce que c'est un pays qui a fait la guerre il y a 10 ans, et les gens se sont enrichis de façon désordonnée. J'ai suivi récemment un reportage sur Ouattao, qui est un chef de guerre qui a fait la démonstration de sa fortune comme s'il était un modèle. On a Guillaume Soro qui a quitté la majorité présidentielle ou qui a refusé d'adhérer au RHDP et qui fait une tournée internationale après une tournée nationale de 45 jours. On a d'un côté Bédié qui peut compter à la fois sur le centre de la Côte d'Ivoire, sur une partie de l'Ouest, même du côté de Gbagbo, là-bas, il peut compter sur une partie de l'Ouest, mais il peut aussi compter sur tout ce qui est sud-est de la Côte d'Ivoire et qui n'a jamais, à aucune élection, eu moins de 20%. Donc, c'est quand même une base électorale assez importante. Il y a eu un sondage qui a circulé, qui aurait été financé par des réseaux français et qui lui donne à peu près 25%, c'est beaucoup, près de 17% à Soro. Donc, on a en face du régime des opposants qui ne sont pas des opposants à Togolais, qui ont beaucoup de moyens, qui ont énormément de la popularité, qui ont fait la guerre, qui peuvent sortir des armes à tout moment, qui ont des contacts à l'international et qui circulent dans le monde à la recherche de soutien. Donc le rapport de force est très très différent. Et maintenant, après, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas, mais toujours est-il qu'il est peu probable, à mon avis, que Ouattara, qui est déjà presque octogénaire et qui vient de faire 2 mandats et qui est malade, ça se voit, ça se sent, il n'a jamais caché lui-même d'ailleurs, puisse se retrouver encore candidat pour les prochaines élections. Mais rien n'est écarté, parce qu'une autre surprise, c'est que la CPI, il y a une contrainte, une pression sur la procureure, Bensouda Fatou, pour qu'elle aille très très rapidement au niveau de la CPI. Ce qui fait qu'au lieu de peut-être d'attendre jusqu'à l'après l'élection en Côte d'Ivoire, l'élection est prévue pour octobre 2020, il pourrait avoir à son niveau une accélération de calendrier qui pourrait découler sur la libération de Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo, c'est 35% incompressible de la Côte d'Ivoire, c'est les quartiers populaires, c'est les plus pauvres. Les gens ont l'impression en Côte d'Ivoire, même si dans les chiffres de la Banque mondiale, ce n'est pas le cas, les gens ont l'impression d'être de plus en plus appauvris. Et donc, il est sorti comme un héros, innocenté presque, avec Blé Goudé. Ça peut changer beaucoup la donne. Donc, en Côte d'Ivoire, tout peut arriver, tout, mais tout. Ferdinand, est-ce qu'on peut voir dans l'attitude, on peut lire dans l'attitude de Ouattara un désir de briguer un troisième mandat? De toute façon, il souffle le chaud et le froid. Et Ouattara, l'échec de Ouattara, c'est de n'avoir pas réussi à réconcilier la Côte d'Ivoire. À réconcilier d'abord son propre camp, parce qu'on voit que son propre camp aujourd'hui est en train de partir en lambeaux. A fait la réconciliation avec le camp des vaincus de la guerre, notamment Gbagbo et tous les gens qui sont autour de Gbagbo. Vous savez que beaucoup de cadres du FPI sont toujours en exil au Ghana et dans d'autres pays. Et puis ensuite, avec Bédié, qui est une figure importante de la politique ivoirienne. Le PDCI est un parti
tellement ancré dans le quotidien des Ivoiriens depuis la nuit des temps, depuis le PDCI-RDA, depuis la lutte pour les indépendances. Et donc, l'échec de Ouattara est visible, en tout cas sur le plan politique. Il n'a pas réussi à réconcilier ce pays-là. À l'approche de 2020, ça part en vrille, on vient de le dire. Peut-être que c'est ça qui justifie sa prudence. Il hésite parce que dans son propre camp, il y a tellement de clans qui s'affrontent. Même si c'est pour le moment, ce n'est pas des affrontements ouverts, si on le dit souvent de manière feutrée. On sait que Guillaume Soro, lui, il a déjà rompu les amas, il est déjà dehors. On sait que entre Ahmed Bakayoko et Gon Coulibaly, qui serait le pressenti, ce n'est pas aussi les meilleurs amis du monde. On sait que les transfuges du PDCI aussi, qui sont avec Ouattara depuis des années, attendent aussi leur tour. Donc, dans le camp Ouattara lui-même, il y a tellement de camps, il y a tellement d'embûches, il y a tellement d'ambitions que je pense que tout ça l'amène à hésiter. Mais, vous savez, ceux qui sont au pouvoir ont toujours envie d'y rester. On ne peut pas exclure que du jour au lendemain, il peut décider de dire bon, je reste pour préserver la paix. En France, vous avez Gbagbo qui probablement va être totalement acquitté avant les élections, même s'il n'est pas totalement acquitté, le fait même qu'il soit déjà dehors, son camp est déjà en surchauffe à Abidjan et un peu partout. Et vous connaissez la force des militants du FPI, leur organisation et de la rue, tout ça. Et vous avez le PDCI qui est là. Donc c'est un pays où il y a énormément de factions qui se regardent en chien de faïence. Et malgré tout ce qu'on a mis dans ce pays pour la paix, notamment le NUICI, les dédouanements, les missions DDR, dédouanements, réconciliation, tout ça, on voit bien que la Côte d'Ivoire n'est pas encore sortie de l'auberge. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant d'autant plus que la Côte d'Ivoire, c'est 40% de l'économie de l'UEMOA. Et donc, si la Côte d'Ivoire venait à être touchée par une nouvelle crise, toute la zone UEMOA et au-delà, la zone CEDEAO va aller en récession. Et vous savez qu'aujourd'hui, par rapport à l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest est relativement stable, même si le Nigeria a eu des soucis, ou continue d'avoir des soucis avec Boko Haram, même si le contre-coup de la guerre en Libye a fait du Sahel aujourd'hui, les 3 pays du Sahel, le Burkina, Mali et le Niger, le maillon faible de notre zone. Il faut faire en sorte que les 6 pays qui vont organiser les élections de 2020 à 2021, particulièrement le Niger, où le président a déjà donné le ton, on va peut-être en parler, le Bénin, oui, et voilà. Oui, voilà. Est-ce que la France peut déconseiller son ami Ouattara? D'abord, moi je pense que Ouattara, malgré toute la situation, reste le maître du jeu. Le RHDP a gagné à plus de 71% les dernières élections générales en Côte d'Ivoire. C'est fondamentalement important. Et le RHDP en Côte d'Ivoire, j'en reviens, est une machine d'État qui s'est installée, qui s'est infiltrée partout. Ouattara a sans doute permis au Djoula de s'enrichir énormément, comme on le sent partout, avec la clanisation des pouvoirs en Afrique. Et Ouattara reste quand même, quoi qu'on dise, pour l'Occident, un rempart assez important. Il ne faut pas oublier le fait que dans la sous-région francophone, même plus élargie en Afrique, il joue un rôle assez important, aussi bien pour l'ex-colon, la France, que pour certains pays africains. Même on l'a vu intervenir au Bénin récemment, au Togo pendant la crise et tout ça. Il reste en quelque sorte aussi le dernier mirage de la France-Afrique. En même temps, les Français ont envie qu'on ne voit plus la France-Afrique, mais ils n'ont pas grande envie que la France-Afrique s'éteigne. Et on s'est retrouvé avec François Hollande pendant 5 ans, qui était un président totalement désordonné sur l'Afrique, qui n'en maîtrisait presque rien, avec Hélène Légal qui connaissait à peine l'Afrique, elle y a passé quelques week-ends. Et là, on a retrouvé un président français qui connaît encore beaucoup moins l'Afrique. Et le service Afrique de l'Élysée, actuellement aux mains de Franck Paris, est beaucoup plus fragilisé qu'avant. Et donc, à partir de ce moment, les interlocuteurs... Et vous avez constaté que depuis quelque temps, Macron fait une politique de recours aux diasporas africaines parce qu'il se rend compte que son mécanisme institutionnel élyséen ne lui permet pas de recevoir les bons échos de l'Afrique. Et donc, et corrompu aussi. Et dans une situation comme ça, Ouattara reste pour
la France, le plus grand interlocuteur. Et comme Ferdinand le disait tout à l'heure, la Côte d'Ivoire est la première économie de l'UEMOA, la première économie francophone aussi de la CEDEAO, c'est l'un des pays les plus importants du continent. Et il ne faut pas aussi perdre de vue qu'au niveau de l'opposition ivoirienne, qui paraît sur les réseaux sociaux très très active et très très forte, il n'y a pas une convergence de point de vue. Hein. Il n'y a pas du tout. Parce que Bédié, lui, dit, c'est mon dernier tour, Bédié a 86 ans l'année prochaine. Ça vaut la peine de le préciser. Il souffre de mal de cœur. Il doit se reposer énormément, mais il est candidat. Et Bédié veut être le prochain président. À côté, il y a Soro qui dit, mais moi, je ne vais pas quitter le RHDP où j'étais président de l'Assemblée nationale pour rien. Et la fois dernière, lors des discussions à Bruxelles, Bédié était allé pour parler avec Gbagbo du partage en disant, nous, on va vous donner une primature et nous, on va prendre la présidence, Soro va prendre la vice-présidence et tout ça. Et Gbagbo n'a pas voulu rebondir sur le sujet parce que ça ne l'intéresse pas. Et donc, je pense que l'opposition ivoirienne paraît compacte et forte, mais il y a des guerres d'intérêt à l'interne qui font que ce n'est pas évident qu'elle apparaisse homogène face au pouvoir que constitue le RHDP. Et je vais rebondir peut-être pour finir sur la question économique, c'est que la Côte d'Ivoire reste un pays très très en forme. D'abord, la croissance, cette année on attend à peu près 8%, la pauvreté a diminué les 3 dernières années, je le disais au début, de 7%, le taux d'endettement en Côte d'Ivoire est de 43%, ce qui reste le taux d'endettement le moins élevé de l'UEMOA et qui reste le moins élevé, d'autant que c'est le pays qui a le plus de moyens et qui est le moins endetté. Ça veut dire qu'il reste une marge d'endettement qui est très très importante. Quand vous le comparez avec le Togo, dans la réalité, le taux d'endettement du Togo est proche de 90% tout au moins. Et la Côte d'Ivoire donc, a encore une marge économique assez importante dans les années à venir. Le café se porte très bien. Le cacao a augmenté l'année dernière de 150%, c'était très important. Et le gouvernement a lancé le plan national de développement qui vaut 30 000 milliards, alors qu'au Togo, avec les 4 600 milliards, on est en train de crier partout et de gongonner autour avec le show qu'on fait dans les villages. Et donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est un pays solidement en place. Le plan social du gouvernement, pour finir, j'apparais presque comme le porte-parole économique du gouvernement, pour finir, c'est 732 milliards. Donc, c'est un pays qui a des moyens illimités et Ouattara peut compter sur ça. Je vais finir aussi en disant qu'au niveau de l'armée, il y a eu quelques bruits. Il y a 2 ans, on a senti le pouvoir d'Andine. Ouattara a compris, il a pris tout en main, il a mis des militaires proches de lui, et des Djoula aussi, des Sophie Djoula à plusieurs coins de l'armée, les pro-Soro, puisqu'il le soupçonne personnellement d'avoir instigé la contestation militaire à l'interne, les pro-Soro ont été totalement écartés, et donc il a pris en main le volet militaire qui est un volet aussi très très important. Donc dans une situation pareille, le dernier mot, à mon avis, revient à Ouattara. Et personne n'a intérêt que la Côte d'Ivoire s'embrouille. Il y a beaucoup de Togolais là-bas, il y a beaucoup de Béninois, il y a plein d'étrangers. Ouais. Les Français ont perdu pendant la crise de 2010-2011. Ils n'ont aucune envie qu'on reprenne la guerre là-bas. Et je crois que c'est aussi une force pour le RHDP et pour Ouattara, c'est que si quelqu'un tente quelque chose, toute la communauté internationale va se mobiliser contre la personne. On vous a compris. Merci. Les chiffres de Banque mondiale, FMI, tout ça, c'est du mirage. Parce qu'aujourd'hui, la pauvreté en Côte d'Ivoire est un phénomène réel. Et ça se ressent comment? La plupart des migrants qui traversent l'Atlantique et qui se retrouvent en Italie, la moitié sont des Ivoiriens. Donc c'est ça. Si c'est les Ivoiriens, les Guinéens. Si la Côte d'Ivoire, en tout cas ceux qui viennent de l'Afrique de l'Ouest en majorité, c'est des Ivoiriens. Et les Ivoiriens même se posent la question. Si tout ce qu'on nous dit est vraiment réel, pourquoi il y a tant d'Ivoiriens qui partent à l'immigration? Ça veut dire qu'il y a un problème de la redistribution de la richesse dans ce pays. Ça veut dire que si réellement la croissance est réelle, si je peux parler, excusez-moi ce pléonasme, il est réel que cette richesse-là ne profite pas à la majorité des Ivoiriens. Donc les pauvres s'appauvrissent et puis bon, les jeunes, il n'y a pas de perspective et ils choisissent de partir et de mourir en mer. Donc c'est pour ça que c'est une bombe sociale qui risque d'exploser à tout moment parce que si la pauvreté vient se greffer à la crise politique, ça va prendre vraiment les... Oui, un autre pays de la sous-région où le désir d'un troisième mandat se manifeste, c'est la Guinée-Conakry, où les sirènes sont de plus en plus retentissantes en faveur du vieux Condé. Ça va être quand même un peu difficile. Ça va être un peu difficile pour Condé parce que d'abord, la France n'en veut pas. Et Macron, il ne s'en cache pas. La France n'en veut pas. Condé, c'est un peu quand même les faux opposants à l'ancienne, quoi. Ils ont été opposants pendant 50 ans et quand ils reviennent au pouvoir, ils veulent faire en 10 ans le mal qu'ils ont subi pendant 50 ans. Et donc, ça peut être aussi une pathologie psycho-africaine qui mine nos opposants et la plupart se ressemblent et c'est inquiétant. Et donc, ils se retrouvent avec
comme partenaire en face Emmanuel Macron, qui a 40 ans, il a notre âge, et qui a une vision tout autre, et qui ne lit que sur les anciens, les dinosaures africains de la politique, que dans les livres et dans les vieux articles. Et donc, c'est difficile avec quelqu'un comme ça de pouvoir s'imposer. Il faut aussi tenir compte du fait que l'élection de Alpha Condé pour son premier mandat est une élection quand même un peu bizarre. Un arrangement presque. Hein. On a volé pour lui, on a amené un général malien qui l'a aidé à voler là-bas. Et donc, les Peuls quinquannent un peu, c'est dommage qu'on parle de l'Afrique en tribu, quinquannent un peu celle d'Alain, c'est ça? Diallo, en face, sont très très en colère et ils sont assez nombreux. Et le pire, c'est que Diallo ayant été au cœur du pouvoir pendant des années, il dispose de moyens presque illimités, des moyens assez importants. Et donc je me dis, ça ne va pas être aussi facile que ça. Et vous allez constater, la société civile guinéenne, je ne vais pas dire qu'elle est plus efficace que la nôtre ici, mais elle se débrouille pas mal. Ça ne va pas être facile pour Condé. Et il y a aussi le temps qui joue contre lui. Je vais finir un mot rapidement sur la pauvreté, puisque Ferdinand en parlait tout à l'heure, en Côte d'Ivoire, en disant que oui, ça se ressent. Moi-même, j'ai été impressionné face à la disparité qu'il y a entre ces buildings qui envahissent partout dans le pays, et ces quartiers riches comme Cocody, Rivera, Angré, qui sont somptueux, et à côté, on a des quartiers comme Poboué, comme Abobo, comme Yopougon, qui chaque jour s'appauvrissent davantage, et on sent de plus en plus de la colère, de la frustration et du désespoir. Cela peut justifier l'immigration massive dont il parle, mais il faut aussi dire que la Côte d'Ivoire a toujours été un pays d'émigration et d'immigration. Les Ivoiriens ont toujours voyagé depuis les années 60. Ce n'est pas comme nous autres qui avons découvert les bateaux tout récemment. Ferdinand, si on revient sur le cas guinéen, est-ce que c'est Alpha Condé, c'est un peu même les gens en Guinée disent même que Lansana Conté était mieux. Vous imaginez? C'est-à-dire que Lansana Conté était l'un des dirigeants les plus exécrables qu'on ait connu en Guinée, qui allait ouvrir les prisons et sortir les gens disant « Bon, c'est mon ami, pourquoi vous l'avez enfermé? Sors !» C'est ça, Lansana Conté. Mais quand on vous dit qu'Alpha Condé est pire, vous imaginez ce que c'est. Et Alpha Condé, on le voit dans son attitude, dans son comportement. Il n'est jamais ordonné, il est brouillon, il est coléreux, impulsif. Et on ne saurait même pas que celui-là, il a donné des cours en Europe et tout ça. Et c'est des gens qu'on a produits dans une fameuse association en France qu'on appelait la FEANF, qui était une organisation une élite fabriquée par le colon pour venir prendre le pouvoir en Afrique et mettre toujours les pays sous la domination de ces blancs-là. Et donc, vous avez vu, tous ces gens-là, c'est les dégâts qu'ils ont fait. Abdoulaye Wade, c'est les mêmes individus. Et aujourd'hui, Alpha Condé. Vous voyez donc, ce monsieur, il va rien lâcher parce qu'il est atteint d'une maladie du pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'imagine pas que lui, ancien opposant, parvenu au pouvoir, 10 ans là, c'est vite passé. Il veut rester à vie. Vous voyez, et malheureusement, il va foutre le pays dans la merde. Et il joue même sur la fibre ethnique, on vient de le souligner. Vous savez que la Guinée a été toujours l'un des plus grands problèmes de la Guinée, c'est le syndrome Peul. On a connu l'assassinat de Diallo Telli, au temps de Sékou Touré, tout ce que vous savez. Et parce qu'on se dit, les Peuls dominent déjà l'économie, si en plus de ça on leur donne le pouvoir politique, c'est que c'est fini, ils vont dominer le pays. Et ça aussi c'est une fabrication du colon. On voit ce qui se passe au Cameroun avec le problème Bamileke, avec Maurice Kanto, on dit oui, les Bamileke contrôlent l'économie du pays, pourquoi on va mettre un Bamileke à la présidence? Et on a vu ce qui se passe dans nos pays côtiers où, à un moment donné, le colon a tout fait pour assassiner les présidents venant du Sud qui ont lutté pour l'indépendance, pour imposer des militaires venant du Nord, pour soi-disant rééquilibrer la situation. Et aujourd'hui, on est dans des contradictions dans lesquelles on ne s'en sort jamais. Et donc, je pense que Alpha Condé, il est en train de jouer avec le feu, et comme Max Carmen vient de le dire, effectivement, Macron n'en veut pas. Et je pense que la dernière fois, lorsqu'ils ont été invités au débarquement en Provence, c'est une manière de leur remonter les bretelles. Et le fait que Macron ait mis à ses côtés Sarkozy, c'est pour leur dire il y a une vie
après le pouvoir. Je pense que ce jeune, il ne parle pas des codes. C'est vrai que bon, c'est la France, c'est pas trop notre chose, on ne les aime pas beaucoup, mais il faut parfois essayer d'analyser les choses avec beaucoup de froideur et comprendre comment ça se passe. On vient de le dire, lorsque Macron a compris que toute l'administration française, depuis les ambassades jusqu'aux cellules Afrique de Quai d'Orsay, Élysée, tout ça, sont des corrompus. C'est des gens qui prennent de l'argent chez les chefs d'État qui font des faux rapports. Il mise beaucoup plus sur un autre dispositif qui est la diaspora africaine dont on vient de parler. Et donc je pense que Condé joue avec le feu. Il ferait mieux de suivre les conseils de comment il s'appelle, Mamadou Issifou, qui vraiment fait une interview qu'il faut saluer. Mais j'ai bien peur que Alpha Condé ne parte de la même manière que Abdoulaye Wade, parce qu'il y a trop d'intérêt en Guinée et il se voit le seul à pouvoir diriger la Guinée maintenant et dans les années à venir. Un autre coulistier, c'est leur homologue togolais. Ici, on est animé d'un désir de se maintenir au pouvoir, mais on ne parle pas du troisième mandat, on parle plutôt d'un quatrième mandat. Est-ce que Faure Gnassingbé est sur le pas, ou bien s'inscrit dans la logique de son père? Est-ce qu'on peut le dire? Bon, son père, le père de Faure Gnassingbé était dans un contexte autre, hein, quand même. Ça se comprend, quand il était au pouvoir, dans la plupart des pays, les mandats étaient illimités. Ouais. Donc ça se comprend dans ce sens. Maintenant, au Togo, dans le contexte togolais, c'est la mauvaise volonté qui prime. Il y a eu divers rapports, il y a eu la CVJR, tout a été encaissé, rien n'a été mis en pratique, alors que notamment le rapport de la CVJR recommandait une limitation des mandats qui tiennent compte des frustrations, et tenir compte des frustrations, parce que la question n'est pas juridiste, c'est une question aussi politique. Vous êtes au pouvoir, moi je n'ai... Moral, moi je ne déteste pas une ethnie, mais il y a un système qui est au pouvoir depuis 50 ans maintenant, ils vont faire 60 ans bientôt, et qui s'accroche à tout, qui gère très très mal. Il n'y a aucun domaine où ça marche au Togo, il n'y a que le privé qui se débrouille. Dans tous les domaines, vous voyez qu'il n'y a que des problèmes, et aucun problème n'est vraiment résolu, que ce soit au niveau des syndicats, que ce soit au niveau de l'enseignement, des hôpitaux, rien ne marche, et personne ne se préoccupe fondamentalement de rien. Et dans cette situation où le pays a été géré au plus faut mettre pas ton père pendant 40 ans, tu le prends et tu le gères entre humains et gars pendant 15 ans. Le minimum, c'est de tenir compte de ce que tu n'es pas le seul Togolais et qu'à un moment donné, tu vas partir et d'organiser ton départ. Et ça se voit, ça se sent quand on voit le fonctionnement de UNI. Dans UNI, il y a le maître suprême et le gourou, et puis tous les autres sont des apprentis. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, même s'il faut demain se décide à se faire remplacer, il a tout fait pour que personne n'ose lever le doigt parce que les gens n'ont plus de doigts. Il les a rendus lépreux. Et donc, à partir de ce moment, c'est fondamentalement inquiétant pour la vie du Togo. Mais il y a quelque chose dont on n'était pas compte assez, c'est que dans certains pays, parce qu'en RDC, par exemple, jusqu'au dernier moment, selon les recommandations, les constats de l'Église catholique, le pouvoir pensait qu'il gagnait les élections, qui seront tout au moins premiers pour les élections en RDC. Et Fayoulou s'est retrouvé premier, mais largement, et le candidat de pouvoir a été troisième. Il est possible que, désespérés, les Togolais, même si on les a vus dans des élections intermédiaires, plus ou moins, je ne vais pas dire souples, mais plus ou moins compris avec le pouvoir, il est possible qu'il y ait une surprise, et quand la surprise va arriver alors que Faye n'aurait pas préparé, ça va être sa chute la plus dramatique. Oui, mais est-ce qu'on peut dire que la déclaration de Mamadou Issoufou, qui est le président nigérien, est-ce que cette déclaration, cette sortie, peut écouter en fait le rêve de ces trois présidents qu'on vient de citer? Dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest, c'est quand même une déclaration qu'il faut saluer. C'est pas des choses c'est pas de bonnes nouvelles qu'on reçoit souvent. Souvent, c'est les nouvelles comme Condé, comme Talon, comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais lorsque dans cet océan d'incertitude, il y a une lueur d'espoir, comme ce que vient de faire Mamadou Issifou, il faut saluer ça. À un moment donné, il faut savoir saluer un certain nombre de choses. Et dans cette déclaration du président Mamadou Issifou, moi je la salue personnellement, parce que pour nous savons ce que ça représente pour nous les Togolais. Quand un chef d'État dit, moi j'ai fait 2 mandats, moi je pars. Alors que déjà sur le Togo, il faut déjà 20 mandats. Ils disent qu'ils ne veulent pas partir. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme ça qu'il faut analyser le problème. En espérant que des individus comme Mamadou Issifou soient plus nombreux pour réduire la marge de manœuvre des gens comme Faure Gnassingbé, des gens comme Alpha Condé. Donc c'est ce qui est important pour nous aujourd'hui. Et donc c'est une déclaration à saluer. Et il faut faire en sorte que ce qui va se passer dans les 2 prochaines années en Afrique de l'Ouest, que les transitions, les élections se passent
sans véritablement que le pays risque de basculer. Parce qu'en Afrique, comme les institutions ne sont pas solides, les périodes électorales sont des périodes sensibles, où rapidement, avec une petite contestation, le pays bascule dans l'instabilité. Donc moi je pense qu'il faut saluer cette déclaration et il faut prier que d'autres s'en inspirent. Parce que Faure Gnassingbé, c'est une maladie. Parce qu'il ne conçoit pas la vie après le pouvoir. Parce qu'il est né dans le pouvoir, il n'a vécu que dans le pouvoir, il n'a jamais rien fait en dehors du pouvoir, il pense qu'il doit mourir au pouvoir. Et je pense que c'est un monsieur, même quand il se lave, il passe à son fauteuil. Même quand il se rase, il passe à son fauteuil. Il se lave dans le fauteuil. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne conçoit pas la vie en dehors du fauteuil. Et donc, je pense qu'une telle attitude conduit le pays, comme on vient de le dire, dans une situation d'incertitude totale. Et on n'a pas besoin en Afrique de l'Ouest, où il y a un semblant de stabilité. Je venais de le dire quand j'ai été interrompu, que le Nigeria a eu quelques soubresauts avec Boko Haram. Le contre-coup de la guerre a créé une instabilité aujourd'hui dans le Sahel qui est devenu le maillon faible. Mais globalement, l'Afrique de l'Ouest tient par rapport à l'Afrique centrale, où il y a énormément de conflits et de problèmes, et de dictateurs. Et donc, il faut faire en sorte que des chefs d'État comme Faure Gnassingbé reçoivent énormément de pression pour qu'à un moment donné, on puisse le dégager du pouvoir, pour que l'Afrique de l'Ouest, sur le plan de l'alternance, soit plus ou moins harmonisée. Et puis après, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, en organisant les élections comme ils veulent. Mais il faut au moins que le peuple comprenne que, bon, à un moment donné, c'est harmonisé. Vous imaginez ce que les Nigériens ont vécu? Même au Nigeria, il y a des problèmes. Contrairement à ce que les gens pensent, il y a des problèmes politiques, il y a des opposants qui sont en exil. Mais le fait que le président sortant déclare que je ne me représente plus, c'est déjà une décrispation sur le plan politique. Et je rappelle la déclaration, la déclaration de Issoufou. Il dit « Jamais je suis viscéralement un démocrate et je n'ai jamais cru que qui que ce soit puisse être indispensable à la tête d'un pays. Je ne me suis jamais situé dans cette perspective. Ce qui m'intéresse, c'est 2021 et la première transition entre deux présidents démocratiquement élus dans l'histoire du Niger. Ce sera ma plus belle réalisation. C'est un discours d'un homme politique. C'est aussi beau. Non, il ne reviendra pas parce que... Non, il ne reviendra pas. D'abord parce que ce n'est pas la première fois qu'il le dit. C'est la troisième fois et c'est la première fois qu'il le dit de façon forte. Et les gens, généralement, au début, ils le disent et après, ils le disent moins et après, ils ne le disent plus. Lui, il a dit très peu au début. Il a dit un peu plus il y a un an et maintenant, il le dit très, très fort. Et il consacre une interview assez dense. Non, il va partir. C'est aussi la preuve quand même que dans des pays incertains, on peut avoir des surprises. Maintenant, je crois aussi que quand ça arrive comme ça et que les grandes puissances, notamment l'Allemagne qui s'est énormément assouplie avec le Togo, la France, les États-Unis, voient qu'en Afrique, il y a des présidents qui partent sans que la terre ne tremble. Ça va être plus facile d'organiser le départ d'autres ou de penser tout au moins à leur départ. Et parfois, ça peut aussi dissuader des gens comme Faure Gnassingbé qui pensent aussi qu'ils sont investis d'une mission messianique. S'ils partent, combien Dieu va leur en vouloir s'ils quittent le pouvoir un jour et où est le Togo sans lui. Ils n'imaginent pas qu'il peut quitter et qu'il y ait un chef d'État qui prenne sa place. Et donc, pour des gens comme ça, il n'y a pas de médicament pour cette maladie, il n'y a pas de médicament pour cette pathologie. Le seul médicament, ça peut être les exemples, ça peut être les pressions. Et donc, je suppose que des réactions comme celle de Issoufou peuvent susciter des pressions à l'international sur des régimes comme le Togo. Face à je reste avec vous, Max, face à cette période électorale qui s'annonce, quelle devrait être la responsabilité des institutions régionales et sous-régionales pour pouvoir instaurer, pour ne pas aggraver l'instabilité semée par les terroristes? Moi, je pense que le grand travail va revenir peut-être à la presse et à la société civile. La presse déjà africaine a fait un immense travail et vous avez constaté qu'au Togo, mieux que les opposants, les journaux font un immense travail. On a vu parfois la presse citer dans des scandales de grande importance des ministres sans qu'aucun député de l'opposition, pendant que Jean-Pierre Fabi était avec sa clique, sans qu'aucun député ne lève son petit doigt. Donc moi, je ne fais pas grande confiance aux institutions régionales. L'UEMOA a fait bien son travail économique comme il peut. La CEDEAO, on l'a vu, aussi bien au Bénin qu'au Togo, qu'elle n'a pas réussi à être la voie de la démocratie. Et donc à partir de ce moment, est-ce qu'il faut continuer à lui faire confiance? Ça ne servirait pas à grand-chose. Il y a l'Organisation internationale de la francophonie qui
dans des élections au Togo par le passé, ailleurs, avait joué des rôles importants, notamment pour vérifier le fichier électoral. Mais lors des dernières élections, elle a été empêchée de venir au Togo. Et à part ça, je ne vois pas vraiment ce qui peut changer au niveau des institutions. Tout ira au niveau des peuples, les intellectuels, les journalistes, la société civile, mais surtout les peuples. Parce que les moutons, quand vous leur dites d'aller dans cette direction avec un morceau de bois, ils y vont, bien évidemment, toujours. Mais quand c'est des hommes, parfois, ça change de direction et c'est vous qui courez. Au Soudan, en Algérie, on a vu, même au Zimbabwe, au départ on dit oui, mais on condamne, mais puis après on s'aligne. Et si c'est la loi du peuple qui s'impose. Donc je pense qu'au Togo, la CEDEAO constatera demain la chute de Faure, ou bien dira à Faure de partir, si la pression de la population est tellement forte. Parce que ce qu'on redoute réellement, généralement, les organisations, les puissances, contrairement à ce que les gens pensent, les puissances redoutent beaucoup plus la révolution. Parce que la révolution, c'est l'incertitude. On ne sait pas qui va prendre. Mais c'est pour ça que les puissances s'alignent souvent derrière des leaders pour voir si on peut pousser celui-ci, tout ça. Mais dès que c'est un truc où il n'y a pas de tête, on a peur. Parce que ça peut déboucher sur n'importe quoi. Et donc, je pense que c'est vers là qu'il faut tendre. Il faut que la société civile s'organise davantage, qu'elle cesse d'être les relais des politiques. Il faut que la presse soit beaucoup plus forte. Et c'est vrai que la presse reçoit des coups de boutoir dans certains pays. On a vu au Togo, on a vu en Guinée actuellement. On a un pays voisin, le Bénin, qui était un modèle démocratique, qui est en train de basculer avec les ambitions inimaginables de Patrice Talon, et qui met tous les opposants dehors, et qui casse tout. Et donc, il y a véritablement un danger, et je pense que c'est les peuples qui doivent s'organiser, et les peuples doivent comprendre que la lutte pour la démocratie, comme on l'a fait pendant les indépendances, va au-delà des frontières. Parce que si vous n'êtes pas solidaire des Togolais, le système togolais va contaminer le Bénin, comme ce qui est en train de se passer aujourd'hui, même si ce n'est pas seulement la seule justification. Si vous n'êtes pas solidaire avec les Togolais, le système togolais peut contaminer le Ghana, ou bien le Togo peut contaminer le Ghana. Donc voilà, il faut que la lutte soit plus ou moins internationalisée ou régionalisée pour que les gens comprennent que, bon, nous sommes devenus des chasseurs de dictateurs, et partout il y aura les dictateurs en Afrique, c'est que nous allons nous mobiliser pour les chasser partout. On peut quitter un pays et aller chasser. Allez, dans un autre pays. Merci, messieurs. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Mars, merci d'être là. C'était un immense plaisir. Dire un mot sur l'actualité politique au Bénin. Oui, bien évidemment que je suis. Il y a la peur. Je suis totalement. Oui, il y a crainte énormément et tout le monde a peur. Même moi, j'ai peur. Je suis là. J'essaie de faire des inclusions rapides dans mon village et de revenir. Ouais. Mais il n'est jamais évident de revenir quand on est parti. Donc, avec Talon, c'est totalement imprévisible. Talon, c'est une déception. Plus qu'une la déception, c'est qu'on s'attend au moins pire, on a le pire. Là, on a une catastrophe, on a un chef d'État fou et je pense que c'est la folie. Et c'est vraiment la folie. Et je pense que c'est la vraie folie. Le gars est déchaîné contre tout le monde. Personne ne s'entend. C'est là que c'est surprenant pour un président démocratiquement élu. Mais même quand vous élisez un fou, l'élection ne guérit pas. Ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un médicament. Moi, je pense que le mec, il était fou, on l'a mis là et il va faire vivre la bête. Parce qu'on passe cette situation où il y a un déchaînement contre Yahi Boni, l'ancien président de la République, avec des morts partout dans le pays. Et malgré ça, il n'a pas calmé la situation. Quand moi, je revenais hier de Cotonou, avant-hier de Cotonou, les évêques venaient de sortir un communiqué pour dire « Nous mettons fin à notre médiation ». Parce que ça fait 3 mois que les évêques cherchent à le voir, ils ne le voient pas. Et la dernière fois, il lui a dit « Bon, d'accord, je vous reçois tel jour à 9h ». Il y a des évêques partout dans le pays, les gens sont venus du nord, du sud, de partout. Et puis, 30 minutes avant, il envoie un message pour dire « Non, je suis en train d'aller en Chine ». Et le soir, pour les naguer, il reçoit l'un d'entre eux autour de sa piscine, pour lui montrer que il n'est allé nulle part et qu'il s'en foutait. Donc, le gars, il est fou, il est insensible, il est athée. C'est ça le monstre. Les trois ne font qu'un monstre et c'est un monstre. Et on s'en inquiète. Moi, je m'en inquiète tout le temps. Je dis ce que je peux en espérant que, bon, il ne va pas se fâcher. S'il me fâche, il me coupe les couilles à la frontière parce que c'est un fou, il faut le fuir. C'est un fou. Talon, il faut le fuir. C'est un fou. Oui, je ne sais pas s'il faut le fuir, mais bon. C'est un fou. Je ne sais pas s'il faut le fuir.
Mais il a réussi quand même à mettre une assemblée monocolore. Oui, à l'exemple du Togo, et puis il a mis tous les opposants dehors. Et il a poussé Yahi Boni doucement, il est arrivé au Togo. La prochaine fois, Yahi Boni ne pourra plus traverser la frontière dans l'autre sens. Ça, il faut en être sûr. Yahi Boni est actuellement à Lomé, mais la prochaine fois qu'il va se présenter, il a qu'on dit, on va lui dire retourne chez toi. C'est-à-dire que je me souviens, pour blaguer un peu avant qu'on ne finisse l'émission, il y avait un responsable d'Amnesty en 98 qu'on appelait Pierre Sané. Amnesty avait sorti un rapport sur le Togo, on avait parlé de la mer qui rejetait les corps, tout ça. Et ça a créé vraiment une tollée. Il y avait vraiment sur le plan médiatique, le Togo était au banc des accusés. Et ce monsieur sénégalais a pris quand même son courage pour rentrer à Lomé. Il voulait venir à Lomé pour affronter les autorités togolaises. Il est passé par la route, par la frontière d'Aplaou. Et il arrive à la frontière, c'est le ministre de l'Intérieur même qui s'est déplacé, le général Kawilou Sizingwala à l'époque, avec tous ses galons et son dispositif de sécurité autour de lui. Le gars a fini de franchir la frontière du Ghana, il était dans le No Man's Land pour rentrer au Togo, et le ministre lui dit, Pierre Sané, retourne chez toi, retourne où tu viens. C'est le ministre de l'Intérieur qui a mis tous ses galons et s'est déplacé à la frontière pour dire aux gars de repartir d'où il vient. Peut-être que Yahi Boni va suivre le même sort de la part de Talon, sauf que Talon ne va pas se déplacer pour venir à Saint-Vicomte, ou bien il a Condi, mais il a poussé dehors, il ne va plus le permettre de rentrer au pays. C'est une stratégie qui a poussé dehors. Comme il a déjà mis à Javon dehors, il a mis Komi Koutié dehors, il a mis d'autres dehors. Donc les sous-fifres, en 2021, comme il a suffisamment d'argent, tout le pays lui appartient, et que le Bénin politiquement est un pays vraiment corrompu, il va mettre 100 millions à quelqu'un, 200 millions à quelqu'un, 50 millions à quelqu'un. Vous allez voir, les mêmes individus vont venir faire la déclaration pour dire non, le meilleur candidat qu'il faut pour le Bénin, c'est Talon, il faut qu'il aille à un deuxième tour et que le Bénin ne peut pas faire sans Talon. Et puis, ça va. Bon, maintenant, le cas imprévisible, c'est la réaction du peuple béninois. On sait que c'est un peuple qui s'organise toujours pour barrer la route à des imposteurs comme ça. Peut-être que la solution viendra d'un mouvement spontané du peuple béninois, qui est un peuple quand même qui est réellement attaché aux vertus de la démocratie et à tout ce qu'ils ont conquis pendant longtemps. On l'espère vraiment. Merci messieurs, merci Max. C'est un immense plaisir. Je rappelle que Max est le patron du site d'information Africa et Stratégie France. Ferdinand Haïté, lui, c'est le patron du journal Alternative. Merci Ferdinand. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités pour une autre aventure. Merci bien.